Bonjour à toutes et à tous. Alors par le passé, j'avais fait des vidéos pour simuler avec KiCad et le simulateur associé qui s'appelle ngSpice. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment on peut faire le schéma sous KiCad et simuler avec LTSpice, configurer la simulation, voir comment on peut faire du Monte Carlo, de l'analyse du pire des cas, etc. Donc tout ça, ça repose sur une petite extension que j'ai réalisée en Python, qui est disponible sur GitHub et que vous pourrez installer. Allez, c'est parti. Donc on va créer un nouveau projet. Alors ce nouveau projet, je vais le ranger sur le bureau pour cette fois-ci. Donc il s'agit de l'étude d'un circuit RLC. Alors pour ce projet, eh bien, je vais ajouter les composants correspondants. Alors sur les dernières versions de KiCad, dans la 5.1.5, il y a tous les composants nécessaires pour pouvoir faire de la simulation. En particulier, il y a des sources. Et donc source vSyn ou vPulse. Donc je vais utiliser une source de type vPulse. Donc il va me permettre de faire une réponse à un signal carré. Donc voilà pour cette source, hein, c'est donc un signal carré. Ensuite, je vais ajouter ma résistance. Alors moi j'utilise toujours les résistances US. Hein. J'aime pas les résistances rectangulaires. C'est un choix. Ensuite, on va venir poser une inductance. Donc l'inductance du circuit RLC. Je fixerai les valeurs par la suite. Et puis enfin, la kappa. Donc voilà. Alors je trace le schéma. Je suppose évidemment que vous savez utiliser KiCad. Sinon, il y a tout un tas de vidéos sur ma chaîne pour pouvoir le faire. Alors, on va placer la masse. Alors, la masse pour la simulation, il y en a une hein, qui est 0, qui fixe donc le potentiel 0. Voilà. Bon, elle a un vilain défaut, c'est que le 0 est mal placé. Il aurait mieux fait de le placer juste en dessous. Bon, j'ai pas pris la peine de rééditer ça. Donc voilà pour notre circuit RLC. On numérote les composants. Donc pour ça, vous avez l'outil d'annotation ici, Annotate. Voilà, tous les composants sont numérotés. Allez, on va fonctionner avec une fréquence de l'ordre de 5 kHz. Pour ça, je vais mettre 1 million ici. Alors quand je dis fréquence de 5 kHz, c'est à peu près la fréquence de résonance hein, du circuit LC. Ce qui va constituer la pulsation naturelle du filtre que l'on est en train de créer. Donc un micro pour ma kappa. Et pour obtenir ce qui correspond à un filtre de Butterworth, c'est-à-dire un coefficient d'amortissement de 0,707, hein, racine de 2 sur 2, je vais prendre une résistance de 44 ohms. Bon, j'ai fait les calculs préalablement. On verra ça dans une autre vidéo plus complète sur le circuit RLC hein, et sur le filtrage en général. Alors on va ajouter des labels pour que ce soit plus facile à exploiter. Donc output, sortie. Voilà. Donc on relie le label de sortie donc sur ce qui va correspondre à la sortie. Voilà ici. Et puis on peut mettre également un label à l'entrée. Alors je vais plutôt mettre un label local ici pour l'entrée. Entrée. Alors ce circuit là, enfin pardon, le générateur vPulse, on va le configurer et on va le configurer pour avoir une fréquence différente. Alors pour pouvoir le configurer, on peut éditer directement la directive donc pSpice ici, ou sinon on peut aller éditer la directive directement en appuyant sur E pour edit quand on est sur le symbole, edit spice model, et ici on a toutes les caractéristiques. Donc valeur initiale, alors moi je vais peut-être mettre du -1, et puis 1 pour la valeur du pulse, et puis ensuite le délai de montée, bon, je vais mettre quelque chose un peu plus grand, une microseconde,
1 microseconde de descente, délai de montée, ça c'est le délai initial. Ensuite, temps de descente 1 microseconde. Le pulse, alors le pulse, moi je voudrais observer ça pendant au moins, allez, 2, on va dire 5 millisecondes. Et la période complète, 10 millisecondes. Voilà, bon ça correspond aux caractéristiques du filtre. Donc j'ai en tête les valeurs qui sont intéressantes. Ensuite, si on veut faire une analyse de baud, on le verra par la suite, l'analyse de baud, en fait c'est l'analyse AC en Spice. On va mettre une amplitude de 1 volt en alternatif avec une phase de 0. Ça veut dire que finalement, mon générateur ici carré se comportera dans une analyse de type AC, analyse en courant alternatif, comme un générateur de 1 volt, donc avec une phase à 0. Bien, donc là on a terminé le schéma. Je l'enregistre ce schéma, et maintenant je vais pouvoir passer au simulateur. Alors pour passer au simulateur, on a ici l'outil pour générer la netlist. On choisit l'onglet Spice, et ici on va utiliser un outil que j'ai créé pour pouvoir passer vers LTSpice. Alors je vous montre à la fin comment vous pouvez récupérer tout ce qui est nécessaire pour installer cet outil. Donc c'est parti. Donc cet outil, le voici. Ça permet de configurer le type d'analyse que l'on veut faire. Donc analyse transitoire, analyse de type analyse sinusoïdale, pour pouvoir faire un diagramme de Baud par exemple, AC Sweep Analysis. On peut également choisir une analyse de type DC, où on va faire varier des paramètres. L'analyse du point de fonctionnement, bias point. Donc on va commencer par une analyse transitoire. Cette analyse transitoire, on va la faire sur 10 millisecondes. On va mettre un pas de 1 microseconde, et comme il y a des composants réactifs pour lesquels je n'ai pas de valeur initiale à proposer, eh bien je vais quand même choisir ici de cocher Use Initial Conditions, de façon à ce que les capaces soient court-circuités à t égale 0, c'est-à-dire qu'elles ne stockent pas d'énergie, et les inductances ne stockent pas d'énergie non plus au démarrage. Bien, on verra les autres onglets par la suite, et donc on démarre la simulation. Alors je cherche où Spice va être lancé. Ah, il est là. Donc voilà pour LTSpice. On a donc la netlist correspondant à notre projet. On lance la simulation. Et là maintenant, on peut ajouter les courbes qui nous intéressent. Ici, la sortie. Donc là, on obtient la réponse à un signal carré de notre circuit. On voit qu'il y a un léger déplacement. Bon, ça correspond justement à cette valeur de type M égale 0,707 ou Xi égale 0,707. Ce coefficient d'amortissement qui fait qu'on a un amortissement qui est tout juste avec un simple dépassement de 5% ici, à la réponse au signal carré. Bien, donc là on a vu comment on pouvait très simplement faire la réponse à un signal de type carré, donc pour ce circuit RLC. Alors on poursuit, et on poursuit maintenant, et on se dit, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de voir un petit peu comment se comporte le circuit si j'avais plusieurs valeurs différentes pour la résistance. Pour ça, je retourne sur mon schéma. Et ma résistance, je vais la rendre paramétrable. Pour ça, j'édite sa valeur, et je vais maintenant mettre en accolade le nom de ma résistance, R1. Alors j'aurais pu mettre P, j'aurais pu mettre Toto, n'importe quoi, entre accolades, pour signifier qu'il s'agit en fait d'un paramètre. Voilà, je sauvegarde, et je relance l'outil de simulation. Dans l'outil de simulation, on a maintenant ici un onglet Parameters qui nous permet de faire varier la température si on en a besoin. Et également ici on voit qu'on peut sélectionner R1 et donc de faire varier R1. Alors plusieurs façons pour pouvoir faire varier R1. D'abord on peut donner une valeur par défaut, 44. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. On peut également donner une liste de valeurs, et là je vous propose de tester pour 12, 44, 120
hein, ce qui correspond à un coefficient d'amortissement de 0,2 pour 12, 0,707 pour 44 et 2 pour 120. Donc 3 comportements bien différents du circuit RLC. Donc c'est parti, on relance. Ah oui, à chaque fois je cherche LT-Spice qui se trouve en icône. Je lance la simulation. Donc ici on voit qu'effectivement il y a une directive Spice avec 3 valeurs. Et j'affiche donc les courbes V sortie. Et donc là j'ai maintenant 3 courbes correspondant aux 3 valeurs de résistance. Alors bien sûr on peut zoomer ça, on va se mettre sur 1 milliseconde seulement. Donc je fais un clic droit sur l'axe des abscisses, je passe à 1 milliseconde pour la totalité avec un tic de 0,1 milliseconde. Et là je trouve maintenant la réponse donc de mon circuit. Alors cette réponse on peut également l'ajuster un petit peu sur l'axe en changeant les échelles. Je vais monter de 0 à 1,6 volts. Hop, je change l'échelle ici, hein, toujours avec un clic droit sur l'axe. Voilà, et là on voit la réponse de notre circuit. Dans les différents cas de figure, hein, la réponse a un signal carré, avec les différentes valeurs de résistance qui correspondent aux différents coefficients d'amortissement du circuit RLC. Alors typiquement, là, si je veux voir les différentes valeurs correspondantes, j'effectue un clic droit, View, Step Legend, et je vois maintenant la légende et les valeurs de résistance correspondantes. Donc la valeur R1 égale 12, c'est celle qui conduit à un dépassement très important. Parce que le coefficient d'amortissement est petit. Je vous ai dit 0,2 tout à l'heure pour la valeur 12. Pour R1 égale 44, on a un coefficient d'amortissement qui est optimum, entre guillemets, hein, qui permet d'avoir un temps de montée suffisamment rapide avec un dépassement de 5% seulement. Et puis pour R1 égale 120 ohms, on a un système qui est beaucoup plus lent, un amortissement beaucoup plus fort, hein, puisque l'amortissement est maintenant de xi ou m égale 2, et donc une évolution plus lente. Voilà, donc là on a vu comment on pouvait faire une analyse paramétrique. Allez, maintenant pour voir encore des possibilités de simulation avec cet outil, eh bien on va voir quelle peut être l'incidence de la tolérance des composants. Alors pour faire ça, je vais ajouter ici un champ pour la tolérance. Donc j'édite et je vais indiquer quelle est la tolérance. Donc tolérance 5% pour la résistance. Et je vais mettre une tolérance, donc tol égale 10% pour la kappa. Je vous rappelle que les kappas ont de très mauvaises tolérances, hein. 10% c'est tout à fait la norme pour une capacité. Je fais ça rapidement, hein. Je vous rappelle que j'appuie sur E pour Edit quand j'ai envie de changer un champ. Bien, j'enregistre. Je vais relancer mon simulateur. Donc Spice et Run Simulator. Voilà, donc là, notre analyse, alors on va la réduire à 1 milliseconde, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure, c'était pas la peine de traîner trop longtemps. Ensuite, l'analyse paramétrique sur R1, on va arrêter la liste parce que ça va faire beaucoup de choses différentes. On va se limiter à une valeur par défaut, et ici 44. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser à l'analyse de type pire des cas. Donc le pire des cas, c'est quand on prend les différentes tolérances des composants et qu'on s'en met sur les valeurs extrêmes des composants. Ici, on a 2 composants qui ont des tolérances, ce qui va signifier d'avoir 4 simulations pour pouvoir exploiter tous les cas de figure possibles avec les extrémums des tolérances des composants. Donc je lance la simulation. LT-Spice s'ouvre toujours en icône. Alors on voit que dans la netlist, il y a tout un tas d'éléments qui ont été ajoutés qui permettent de gérer justement tous ces paramètres. Allez, je lance la simulation. Et j'ajoute à nouveau la courbe de sortie. Et là, on voit maintenant comment évolue la sortie en fonction des tolérances des composants, hein, en se mettant en valeur maximale ou minimale sur chacun des composants. Alors on peut voir à quoi correspondent effectivement ces différentes courbes. View, Step Legend. Donc Run 1, Run 2, Run 3, Run 4, évidemment ça ne renseigne pas forcément.
Alors pour comprendre, il faut voir un petit peu comment fonctionnent les courbes, enfin les informations de calcul ici. Bon, l'essentiel, parce que là je ne vais pas rentrer dans le détail de ces aspects-là, hein, qui me semblent un petit peu compliqués pour cette première vidéo, l'essentiel c'est de voir qu'effectivement il y a une variation qui est très importante en fonction de la tolérance des composants. Alors là on a fait de l'analyse de façon temporelle, hein, des réponses transitoires. Ce que je vous propose maintenant c'est de voir une simulation de type alternatif, hein, courant alternatif, où on va en fait tracer le diagramme de Bode du circuit. Donc pour ça, je relance mon simulateur. Je vous rappelle qu'on a pris soin ici sur le générateur de préciser le paramètre AC du générateur qui permet, on va le voir maintenant ici, de faire une analyse de type AC Sweep Analysis. Généralement, pour faire un diagramme de Bode, on choisit une évolution par décade. On se place entre deux décades. Alors là, je vous propose de mettre 100 Hz. Et puis 10 kHz. 100 points pour pouvoir réaliser ça. Et on va lancer ça. Donc LTSpice apparaît là. Hop, je lance la simulation. Et j'affiche maintenant ma courbe de sortie. Et là, j'obtiens le diagramme correspondant, un diagramme de Bode correspondant. Alors, quelquefois, on peut trouver que les courbes apparaissent de façon un petit peu trop fine. Et dans le menu Tools, Control Panel, on va trouver des options sur le dessin ici, voilà, Waveforms, la trace, on va pouvoir la mettre de 2 mm par exemple. Voilà, comme ça on voit un petit peu mieux les caractéristiques s'afficher à l'écran. Bien, alors on peut relancer tout ça en paramétrique. Pour ça, je ferme LTSpice, je relance le simulateur, je retourne dans mes paramètres et je peux choisir de faire varier R1 avec la liste que j'avais précédemment définie. Je relance le simulateur. Ah, je me suis remis en transitoire là. C'est pas ce qu'on voulait. Excusez-moi, je relance. Alors non, on veut se mettre en AC Sweep Analysis. Voilà, la même analyse que tout à l'heure. Mais par contre, on se met effectivement avec R1 sous la forme de liste. Et comme ça, on va tracer le diagramme de Bode dans les 3 cas différents, hein, pour les 3 valeurs de résistance. Donc voilà ce que ça donne. Alors si on veut voir un petit peu plus dans le détail, un peu plus loin, on peut changer l'axe ici et mettre plutôt 100 kHz. Alors pour l'instant, comme ça n'a pas été simulé jusqu'à 100 kHz, on ne voit pas. Alors on va relancer. On se remet en AC Sweep. J'aurais peut-être dû faire quelque chose pour que ça mémorise le mode dans lequel on était. Voilà. Et je relance la simulation. Je choisis ma sortie. Et donc voilà, on obtient donc la réponse de notre filtre. Alors, on peut voir que c'est un filtre passe-bas. 0 dB dans les basses fréquences. Ensuite, on a une pente ici à 40 décibels par décade. Et on voit que pour la valeur de M, qui est petite, je vous rappelle, R calculé pour un coefficient d'amortissement de 0,2, on a un dépassement qui est fort, hein, qui excède les 6 dB, on est à peu près à 9 dB, bon, on peut d'ailleurs le voir, on se met là, et puis complètement en bas ici, on a la valeur qui apparaît. Donc là, je suis à 8,7 dB, 8,8. Ici, en bleu, on a la réponse qui correspond donc à la réponse d'un filtre de Butterworth, donc la réponse la plus plate possible dans la bande passante. Et puis ici, on a une réponse qui est beaucoup plus douce, avec un coefficient d'amortissement qui est élevé. Hein. On a vu qu'on avait utilisé un coefficient d'amortissement de 2 avec la résistance. Donc je vous rappelle que pour l'avoir, vous allez sur Step Legend ici, et vous voyez qu'il s'agit pour R1 de la résistance de 120 ohms.
On peut faire également une analyse de type Pirdika ou analyse de Monte Carlo. Je vous propose une analyse de Monte Carlo pour finir, et on aura vu un petit peu toutes les analyses que l'on pouvait faire et les réglages qu'on pouvait utiliser avec cette interface donc, que j'ai réalisée pour pouvoir travailler avec KiCad et LTSpice. Donc pour ça, vous allez dans Library Manager, on va reprendre ActiveScript Analysis. Pour les paramètres, la résistance, on va en choisir une uniquement, la valeur par défaut. Et ensuite, pour Monte Carlo, on va choisir donc analyse de Monte Carlo. L'analyse de Monte Carlo, c'est une analyse qui effectue un certain nombre de simulations. Donc là, je vais en demander 30. En faisant un tirage aléatoire sur une gaussienne des différents composants avec leur tolérance. Donc dans la gaussienne qui correspond aux différentes tolérances des composants. Ça permet de voir ce qui se passerait si on avait pris des composants dans un tiroir de façon complètement aléatoire. Et bien on obtiendrait ce qu'on va obtenir avec cette analyse de type Monte Carlo. Donc je lance la simulation. Donc là on voit qu'il effectue plein de simulations, hein. Il y en a 30. Et là maintenant j'ajoute la trace V-sortie. Voilà, alors je vais zoomer un petit peu tout ça, comme ceci. Et là, on voit en fait le résultat des 30 simulations avec un tirage, enfin 30 tirages aléatoires du jeu de composants en fonction de leur tolérance. Alors ça, c'est intéressant parce que dans certains cas de figure, on a besoin de savoir quel sera le respect d'un cahier des charges. On va pouvoir utiliser cette simulation de Monte Carlo en précisant la tolérance des différents composants. Donc voilà pour un premier aperçu de ce qu'on peut faire avec KiCad et LTSpice. On verra par la suite comment on peut utiliser un amplificateur opérationnel ou des amplificateurs opérationnels, trouver leur modèle et faire ça de façon un peu plus simple que ce que je vous avais montré précédemment avec KiCad et ngSpice. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc un dernier point, je vous l'avais dit au tout début de la vidéo, pour installer l'outil qui va vous permettre de faire ça, eh bien, il suffit de vous rendre sur mon GitHub. Voilà. Ici, donc github.com/Eric Perronin/KiCad to LTSpice. Et là, vous avez les renseignements qui vous permettent d'installer ce petit applicatif. Donc, c'est un script Python. Ça suppose d'avoir installé KiCad, évidemment, LTSpice dans sa version 17, Python 3. Et une fois que vous avez tout ça, il y a quelques éléments à respecter. Je ferai une vidéo un petit peu spécifique pour montrer comment installer. Mais normalement, en reprenant ce qui est marqué là, vous allez y arriver assez facilement. Donc, prochaine vidéo, je montre l'installation et je montre quels sont les différents autres onglets et ce qu'on peut faire avec. Et en particulier, comment récupérer les symboles de LTSpice pour les utiliser dans KiCad. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.